Bonjour, je suis Gaëtan, bienvenue sur La Vie entière, et voici la première vidéo de vulgarisation de ma théorie philosophique R. On va commencer dans le vif du sujet. L'une des premières notions de cette théorie nous vient directement des sciences physiques. En effet, imaginons que nous souhaitions décrire la trajectoire d'une balle de tennis lancée à 45 degrés. Vous allez certainement me dire qu'elle est parabolique, ou tout du moins courbe. Eh bien, c'est rigoureusement faux. En effet, je voudrais bien admettre que cette trajectoire soit courbe, mais à la condition que l'on ajoute par rapport à la table. Ce par rapport est indispensable à tout traitement rigoureux de l'information. Pour l'inclure dans notre raisonnement, il faut encore ajouter à notre étude un référentiel. Ce dernier sera ici porté par un repère, par exemple 3 axes X, Y et Z, et un élément physique sur lequel il sera fixé, par exemple le sol. Ainsi, la trajectoire de notre balle de tennis pourra pleinement être décrite par rapport au sol et dans la formalisation mathématique du repère choisi. Dans ce cas, qui est un cas particulier, nous aurons une trajectoire parabolique. Maintenant, imaginons que nous ayons un train avec une personne qui lâche une balle dans un wagon d'une hauteur h et avec une vitesse initiale nulle. Pour l'observateur du train, c'est-à-dire pour l'expérimentateur qui fixe son référentiel au train, la balle aura à son premier rebond une trajectoire droite vers le haut, puis vers le bas. En revanche, pour cette même expérience, nous retrouverons notre parabole initiale pour peu que l'observateur place son référentiel sur la terre ferme. Et nous pouvons aller encore plus loin en considérant le référentiel de la balle elle-même. Alors, nous pourrions dire que d'un point de vue cinématique, la balle est immobile durant toute l'expérience, et que c'est son environnement qui est en mouvement, car ici, c'est le référentiel de la balle qui est en mouvement par rapport au référentiel du sol. Ainsi, le degré de vérité d'un jugement est dépendant du point de vue par lequel il est entendu. Et naturellement, cet état de fait doit être extrapolé de la science physique à la philosophie. Cette généralisation ne trahit pas seulement l'idée confuse d'impréférable dans l'application presque artificielle de méthodologies scientifiques au domaine de la pensée, mais soulève plutôt ces véritables fondements qui ont quelque peu été oubliés. J'en veux notamment pour exemple les débats télévisés qui symbolisent parfaitement l'idée d'un même exercice rhétorique depuis deux positions différentes et incompatibles. Afin d'adapter notre idée de référentiel au domaine de la pensée, prenons tout d'abord un exemple fondamental, avec le cas de la mathématique. Imaginons que nous souhaitions rigoureusement définir les entiers naturels, donc 1, 2, 3, etc., et leurs opérations. Pour cela, nous aurons besoin de deux grandes structures fondamentales. Une bibliothèque de définition non ambiguë à l'égard des notions ou des termes utilisés, et une base axiomatique. Mais qu'est-ce qu'une base axiomatique ? Eh bien, c'est un ensemble d'axiomes. Et un axiome, c'est un énoncé, qui est considéré comme évidemment vrai, si bien qu'il ne nécessite pas de démonstration au sein de son cadre théorique. Par exemple, les axiomes de Peano, au nombre de 5, permettent pleinement de définir les entiers naturels et leurs opérations. Je vous les affiche et vous invite à vous rendre compte combien ils sont élémentaires et combien il est difficile d'imaginer leur contenu faux. Et donc, grâce à ces 5 petits axiomes et la définition commune que nous avons d'un entier naturel, d'une multiplication ou encore d'un ensemble, nous pouvons approfondir tout un pan de la mathématique en démontrant des théorèmes. Des théorèmes qui ne seront encore une fois vrais qu'en vertu du cadre théorique dont ils sont issus. Ainsi, nous pourrions fondamentalement élaborer une base axiomatique semblable à celle de Peano, mais dont un axiome serait remplacé par tout entier n a deux successeurs, n plus 1 et moins n plus 1. Par exemple, le successeur de 7 serait 8 et moins 8. Vous me diriez certainement, cette base axiomatique est absurde, et vous auriez raison, en ceci que notre expérience au monde et tout l'esprit de logique qu'elle nous a inculqué ne saurait supposer sa véracité. De surcroît, le reste des axiomes ne lui serait manifestement pas adapté, si bien que nous aurions une forte limitation du potentiel d'approfondissement de notre structure théorique, et que ses conséquences logiques seraient certainement en contradiction avec notre expérience au réel. Nous dirons qu'elles ne sont pas vraisemblables. Mine de rien, insidieusement, on a dit beaucoup de choses. Donc, en une phrase, tout raisonnement se base sur un cadre théorique que nous nommerons référentiel de pensée, dont les fondements mêmes sont issus premièrement d'une base définitoire dont il est espéré le minimum d'ambiguïté,
et deuxièmement d'une base axiomatique dont est espéré le maximum de vraisemblance, afin d'en avoir des conséquences en accord avec le réel, c'est-à-dire qu'elles doivent être au plus prédictives et vérifiables possible. Bon, et alors d'un point de vue philosophique ou psychologique, qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, chacun de nous est porté, par son éducation, son statut social ou ses interactions avec son environnement, par un système de valeurs dont les éléments nous ont été appropriés de façon consciente ou inconsciente. Ce dernier définira par exemple nos plats préférés, notre vision de la vertu, ou encore nos objectifs de vie. En ceci, il orientera nos actions, mais aussi nos pensées quotidiennes au sein d'un cadre théorique dont le degré de confusion est proportion de la méconnaissance que nous lui témoignons. Ainsi, dans un contexte purement psychologique, nous pourrions observer en nous une montée de colère soudaine et disproportionnée pour une situation d'injustice, sans même nous figurer que notre idée de la justice tienne une place tout à fait centrale au sein de notre propre système de valeurs. En somme, d'un point de vue psychologique, ce système de valeurs tient lieu de cadres théoriques, forts de définitions personnelles, par exemple notre définition de la justice, et de considérations d'ordre axiomatique concernant la priorité de nos modes de conduite. La chose en est que, pour étendre son idée à un contexte philosophique, il faut encore poser clairement le dit cadre théorique, afin qu'il puisse être partagé et débattu. Pour opérer ce dernier pont, je vous renvoie à l'interview de Charles Gave et Pierre Larouturou sur la chaîne de Thinkerview dans une vidéo intitulée « Économiste face à la réalité sans filtre », dans laquelle nous pouvons observer deux prises de position claires. En effet, nous pouvons observer que Charles Gave pose rapidement son référentiel de pensée en disant, et je le cite à la 8e minute précisément, « Le caractère de l'humain, c'est d'être libre ». Ce prisme si caractérisé entrera rapidement en contradiction avec son opposant rhétorique, davantage porté par des idées socialistes. Moyennant la perfectibilité ponctuelle de leurs discours respectifs à l'égard de leur propre cadre théorique, aucun d'eux ne semble disposé ni contraint à se soumettre aux idées de son opposant. Et pour cause, chacun est persuadé d'avoir raison. Et la chose en est qu'ils ont tous les deux raison, observant que leur système de pensée respectif admet peu de contradictions pour une vraisemblance acceptable. Alors quoi, faut-il simplement se contenter de considérer que chacun peut avoir raison sans même que cette raison soit commune ? Eh bien, en un sens, oui. Mais nous verrons dans une prochaine vidéo qu'un aspect fondamental de notre existence humaine nous rallie et permettra de relaxer cette tension apparente. Pour l'heure, nous dirons simplement que la notion de référentiel constitue la variable fondamentale de la théorie R, et que tout raisonnement un tant soit peu sérieux doit préalablement se le figurer afin de pouvoir toucher à une plus haute forme de compréhension du monde de la pensée. Je vous dis donc au revoir, et à bientôt pour la deuxième vidéo traitant de la théorie R.